بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On continue toujours l'exercice numéro 3, donc la solution de l'exercice numéro 3 de la série numéro 2, du deuxième chapitre, à savoir l'analyse factorielle des correspondances. Donc, la fois passée, nous avons terminé la première partie de la deuxième question. Nous avons déterminé le composant principal du profil ligne. Et aujourd'hui, nous allons déduire celle du profil colonne. Donc, la question, il demande de déduire et pas de faire le calcul direct. Alors, rappelons que nous avons effectué ou bien calculé les composantes principales, C1, C2, C3 et C4. Donc, ça, c'est la première composante principale. Ça, c'est la deuxième. La troisième et la quatrième sont nulles. Pourquoi? Puisque les valeurs propres associées sont nulles. Puisque lambda 3 et lambda 4 égale 0. Revenons faire un rappel ici. Voilà, vous avez lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4 égale 0. Sont nuls. Donc 10 plus ou moins 7. Donc, on a assuré que cette valeur est nulle. Pourquoi? Puisque les valeurs propres pour le profil colonne, lambda 3 égale 0. Donc, on est sûr que lambda 3 égale 0 et pas une valeur presque négligeable. Donc, elle est égale 0. Donc, nous avons juste deux valeurs propres non nulles, lambda 1 et lambda 2. Donc, le taux, ce qu'on a utilisé dans le cours, c'est le symbole taux, c'est le rang de la matrice VRMR et la matrice de VCMC. C'est-à-dire que le taux, c'est le nombre des valeurs propres non nulles, tout simplement. Donc, le rang de la matrice, c'est le rang de matrice VRMR et VRMC, c'est le nombre de valeurs propres non nulles. Donc, ici, nous avons deux valeurs propres, lambda 1 et lambda 2. Alors, donc directement, donc, si vous cherchez de calculer les valeurs propres, donc juste utiliser le calcul des valeurs propres des composantes principales associées aux valeurs propres non nulles. Et les autres vont remplacer par des zéros. Voilà. Et ça, j'ai noté, c'est comme la matrice qui contient les composantes principales. Alors, maintenant, la question est déduire les composantes principales du profil colonne. Pour cela, on va utiliser la relation appelée quasi-barycentrique. Donc, qui est cette relation qui lie entre le composant principal du profil ligne avec les profils colonne et aussi les profils colonne avec les profils ligne. Très bien. Donc, nous avons calculé celles des profils ligne, les composantes CK. Donc, on va chercher les composantes principales des profils colonne CK. Le cas, bien sûr, de 1 à taux. Taux ici, c'est 2, donc de K à 2. Donc, nous avons deux composantes principales associées à deux valeurs propres non nulles. Alors, le C1 tilde, 1 sur la racine de lambda 1. XC, c'est la matrice du profil colonne, c'est 1. Alors, lambda 1 égale 0,47. XC, c'est cette matrice. Et la première composante principale du profil ligne. Le calcul matriciel donne la première composante du profil colonne. La même chose, C2 tilde égale 1 sur lambda racine de 2, x2, C2. On remplace toujours par xc, lambda 2, et la C2, la deuxième composante principale du profil ligne, le produit matriciel donne cette composante, c'est la deuxième composante du profil colonne. Donc, la matrice C tilde, on va noter par C tilde, pas définie. Je note C tilde. Donc, la première composante du profil colonne, la deuxième et la troisième égale 0, puisque sa valeur propre égale lambda 3 égale 0. Alors, la deuxième question, il nous demande de calculer l'espérance, la variance. Donc, je reviens à la question. Donc, la question, alors,
Déterminer donc quelles sont les valeurs de l'espérance et la variance. Donc là, j'ai ajouté empirique, puisque c'est mieux, puisqu'il ne s'agit pas des variables aléatoires, mais des observations. Donc c'est pour cela qu'on dit valeur de l'espérance et la variance empirique. Donc, l'espérance empirique, c'est quoi? C'est x bar, et on parle de x bar, ou bien la moyenne du cours, la moyenne et la variance empirique, donc de chaque composante principale pour les deux profils, c'est-à-dire ligne et colonne. Mais, et après, il dit quelles sont les valeurs de corrélation entre les composantes principales. Que peut-on en déduire? Pour là, donc, on va discuter, voilà, discuter la moyenne. Voilà, ça c'est la matrice des composantes principales des profils. Très bien. La moyenne. Je vais calculer. Donc, dans le cours, nous avons dit que la moyenne est négligeable, P égale 0. Hein? Donc, la moyenne et l'espérance empirique des composantes principales égale 0. Donc, ça, on va voir ça. Là, on ne va pas trouver égale 0, mais presque 0, ou bien une valeur négligeable, puisqu'il y a des erreurs d'arrondi dans les calculs. Alors, on va faire la moyenne, min, je calcule la moyenne, voilà, c'est 0,06. Voilà, c'est une valeur presque négligeable. Pour la deuxième, je calcule la moyenne. Voilà, donc c'est moins 9, 10 puissance moins 3, donc une valeur négligeable. La variance, voilà, je calcule la variance. Là, je vais vous dire une remarque. Le workplace calcule la variance sans biais, c'est-à-dire 1 sur n moins 1, la somme de x moins x bar au carré. Donc là, ce qu'on cherche, c'est la moyenne, ou bien la variance, la variance UJS, c'est-à-dire 1 sur n. Donc, c'est pour ça qu'on va multiplier par n moins 1 et on divise par n. n moins 1, donc n égale 3 ici. Donc 3, donc 3. Donc n moins 1 sur 2, multiplié par 3, pour trouver la variance empirique. Donc, on va calculer ça. Évaluate. Donc, 0,45. Donc, on va voir quelle est la valeur de lambda 1. Elle est autour de, voilà, lambda 1 égale 0,47. 0,47, c'est proche de notre valeur. Pour la deuxième, maintenant, pour la deuxième composante, on doit trouver lambda 2. Alors, la variance, donc, elle est là. Donc, en statistique, c'est une variance. Donc, on va donc maintenant multiplier par 2 et diviser par 3. N moins 1 divisé par n. Donc, 2 divisé par 3. Alors, ça égale, on va calculer ça. Donc, égale 5, 10 puissance moins 2. Donc, remarquons que lambda 2 égale exactement 5, 10 puissance moins 2. Très bien. Alors, il nous reste la corrélation. La corrélation, je vais effacer ça. La corrélation. Alors, je vais calculer la corrélation. Donc, on calcule la corrélation de la première composante et la deuxième composante. Donc, en principe, on doit trouver quelque chose qui est négligeable. Donc, c'est la corrélation entre les composantes, le nombre de composantes à variance non nulle. Donc, on parle toujours des composantes ayant des, qui correspondent aux valeurs propres non nulles. Voilà, nous avons donc deux composantes. Donc, on va sélectionner ces deux composantes et on va calculer la corrélation. Alors, la corrélation. On vient ici, la corrélation. Voilà. Vous remarquez que la corrélation, donc A1 représente la corrélation, la première composante avec elle-même, c'est 1 bien sûr, et la deuxième composante par elle-même, ce que je dirais, c'est ça. La corrélation entre les deux. C'est égal moins 2, 10 puissance moins 2. Donc, quelque chose qui
relativement négligeable. Très bien. On peut donc maintenant, on peut faire la même chose pour le CETIL, c'est-à-dire les composantes principales des porphyrocolonnes. Donc, je vous laisse à faire la même chose. La déduction, la question, que peut-on en déduire de ça? Vous remarquez ici, le C, c'est quoi? Le C, c'est la matrice des nouvelles variables. Donc, ça la première composante principale, c'est la première, donc la nouvelle variable, dont la base U1 étoile, U2 étoile, U3, U4 étoile. Puisqu'en fait, je reviens ici pour faire bien comprendre, la matrice originelle, ça, c'est la matrice des profils lignes. Et ça, c'est les variables V1, V2, V3 et V4. Non. Donc, le but, c'est de chercher des nouvelles variables dans une autre base et ces nouvelles variables ayant une corrélation nulle. Pourquoi? Vous remarquez, ça, si on fait la corrélation entre les variables originelles, je fais la corrélation. Je calcule la corrélation avec statistique de corrélation. On va trouver que ces variables sont corrélées entre eux. Il y a une corrélation. Voilà. Toujours voir ce côté-là. Donc, 0,5, moins 0,9, moins 0,7, 0,9, 0,7 et 0,8. Donc, c'est des corrélations fortes, puisque la corrélation, elle est entre moins 1 et 1. La plus grande, c'est 1. En valeur absolue, c'est 1. Donc, vous remarquez que ces valeurs sont grandes. On souhaite bien que ces corrélations sont nulles, ou bien ils sont négligeables. Là, ils sont des corrélations importantes. Donc, les variables sont corrélées entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des informations une information dans V1, elle est dans V2. Et une information dans V2, elle est dans V3, et vice-versa. Donc, il y a des informations qui sont incluses entre les variables. Donc, le but, c'est de chercher des autres variables ayant une corrélation nulle comme une combinaison de ces variables. Donc, pour cela, il faut chercher une autre base, puisque ces variables sont des variables dans la base canonique. Dans la base canonique. La base canonique, donc c'est une composante principale pour la première ligne. Donc, vous avez quatre coordonnées, ce qui fait qu'elle est dans la base canonique 1, E1, E2, E3, E4. E1, c'est 1, 0, 0, 0. E2, c'est 1, 0, 1, 0, 0, etc. Donc, on a cherché une autre base, E1 étoile, E2 étoile, pour laquelle on a trouvé des variables ayant une corrélation nulle. Voilà. Très bien. Passons maintenant à la question. La question, on dit déterminer maintenant les contributions absolues et relatives de chaque ligne ou inertie. Voilà, c'est ça. Donc, déterminer les contributions absolues et relatives de chaque ligne ou inertie des axes principaux. La contribution. Donc, par définition, revenons ici à la contribution. Voilà. Contribution relative, donc là, on va parler de relatif, puisque l'absolu égale ça. Donc, ça, c'est la contribution relative. Contribution relative. La contribution absolue, c'est cette quantité. Relatif, on divise, c'est-à-dire, ça, c'est l'inertie absolue. On divise par l'inertie totale. Hein, on obtient l'inertie relative. L'inertie totale égale quoi? Égale lambda k, égale la valeur propre. Et l'inertie absolue, c'est ça. Donc, on calcule. Donc, ça, c'est la définition de la contribution de la ligne I, de la matrice YR, et la matrice des porphyrines centrées. Sa contribution par rapport à l'inertie.
La même chose pour les relatifs pour l'hypercolonne. Donc, la ligne J de la matrice YC, c'est par cette formule. Donc, je note FI point, c'est les fréquences marginales. Donc, le I, bien sûr, puisqu'on y donne la matrice d'hyperligne, donc I de 1 à P, P égale 3, nous avons P égale 3, K au nom de 1 jusqu'à le nombre de variables propres non nulles, donc on a ici le taux égal 2. La même chose ici, le J de 1 à Q, Q égale 4. Alors, on va calculer, après je vais vous expliquer à quoi il s'agit. Alors, donc, la contribution relative du profil ligne de la matrice YR au premier axe principal et à étoile. Donc, la première ligne par rapport à l'axe principal, le premier axe principal, égale F1 point, c'est 1 au carré, 1 divisé par lambda 1. La contribution de la deuxième ligne par rapport à l'axe principal, le premier axe principal, égale F2, etc. Alors, juste là, je rappelle la matrice C, la matrice C des composantes principales. La première valeur propre, deuxième valeur propre, et la troisième valeur, pardon, la première et la deuxième, puisque on s'intéresse uniquement aux valeurs propres non nulles. Très bien. DR, c'est la matrice des diagonales. Donc, dans les diagonales, c'est les fréquences marginales F1 point, F2 point, F3 point. Donc, on peut calculer maintenant la contribution de la première ligne par rapport à la première composante principale. Donc, là, c'est F1 point, c'est ça. Ça, c'est la première composante, la première coordonnée. Donc, de la première composante, donc c'est 0,5. Voilà. 0,5 au carré, divisé par la valeur propre, sur par 100 pour avoir un pourcentage, donc égale 17%. La contribution de l'inertie de la deuxième ligne par rapport à la première composante, toujours donc F2 point, voilà, F2 point c'est la fréquence marginale, la deuxième fréquence marginale, et ça c'est la composante, la coordonnée de la première composante, c'est ça. On fait ça au carré. Multiplié par 100, 62%. Et voilà la troisième, donc la même chose. Alors, c'est quoi ça? La première ligne, donc la contribution de l'inertie de la première ligne par rapport à la première composante. On a trouvé 17%. Et là, 62, et là, 20. Ça explique que cette quantité, c'est l'inertie de la première ligne par rapport à l'orthogonale de la première du premier axe principal. Je répète, c'est l'inertie, la quantité d'inertie de la première ligne par rapport à l'orthogonale. C'est par définition. C'est-à-dire la contribution de la première ligne par rapport à le premier axe principal, c'est l'inertie de la première ligne par rapport à l'orthogonale du premier axe principal, égale 17. C'est-à-dire, 17, elle est une valeur, soi-disant, petite. Ce qui fait que la première ligne, elle est proche de l'orthogonale du premier axe principal, c'est-à-dire E2. Si elle est proche de E2, donc elle est loin de E1. Donc, la ligne 1, la première ligne, elle est loin de E1, c'est-à-dire du premier axe principal. Donc, si vous trouvez une inertie faible, ce qui fait, elle est loin, donc c'est inverse, hein? Il faut raisonner inversement. Un pourcentage faible, ce qui fait, elle est loin du premier axe principal. Et elle est proche, donc, du deuxième axe principal. Donc, comme on parle de premier axe principal, il faut raisonner que vous avez une inertie faible, ce qui fait, elle est proche du premier axe principal. La deuxième ligne, maintenant, 62.
Donc, elle a donc elle est proche de premier axe principal, puisqu'elle a une inertie grande par rapport à l'orthogonale. Donc 62, c'est qu'elle est proche de premier axe principal. La troisième, elle est 20%. C'est-à-dire qu'elle est proche de l'orthogonale, comme la première. Donc, elle est loin, hein, du premier axe principal. Donc, c'est ça. Donc, la deuxième ligne, elle est plus proche à l'axe principal que la première et la troisième ligne. Maintenant, la contribution relative de la ième ligne de la matrice Y par rapport à la deuxième axe principal U2 étoile. Donc, de la même manière, on calcule. Donc, là, c'est la même chose. Toujours, donc, la première ligne par rapport au deuxième axe principal. Là, on remarque que nous allons trouver, c'est-à-dire que quelque chose qui est symétrique par rapport à ce qu'on a trouvé. Vous allez voir. Alors, donc, ça, c'est concernant le deuxième axe. Le deuxième axe de chaque ligne. Donc, la contribution maintenant pour la première ligne par rapport à le deuxième axe, nous avons trouvé que le 52, ce qui est naturel. 52%. Il faut, donc, maintenant, on va trouver quelque chose qui est inverse. 52%. La deuxième ligne par rapport à le deuxième axe, elle est négligeable. Elle est négligeable. D'accord? C'est-à-dire que sa contribution par rapport à le deuxième axe, elle est très petite. Ce qui fait que en effet, ce qu'on a raisonné concernant le premier axe est vrai. Il ne faut pas qu'on trouve qu'une contradiction. Maintenant, la contribution de troisième ligne par rapport à la deuxième axe principal, on a trouvé 47. Donc, ce qui est raisonnable. Le 20, elle est là, le 20, elle est proche du 17. Vous avez 20, 17, et là 62. Donc, on va trouver, c'est-à-dire que l'inverse. On va trouver ça dans le deuxième axe, elle est grande, mais là, elle sera très petite. Et effectivement, voilà, 52, 47, et là, elle est négligeable. Donc, on peut maintenant résumer la contribution par rapport au premier axe et au deuxième axe comme suit. Donc, là, c'est 1, 1, etc. 1, 2, voilà. Ce que j'ai calculé, 1, 1, voilà. Donc, 17, 62 et 20. Ça, c'est pour le premier axe. J'ai mis ça en colonne. Et pour le deuxième, les deuxième contribution en colonne. Voilà. J'ai mis ça. C'est la contribution par rapport au premier axe principal et la contribution par rapport au deuxième axe principal. Et j'ai mis %. Voilà, ça c'est la contribution relative. Bon, si vous voulez calculer la contribution absolue, vous multipliez juste par les lambda. Hein? Voilà, puisque là, juste remarque, voilà les contributions divisées par lambda. Si vous voulez trouver cette quantité, vous multipliez la contribution qu'on a calculée divisée multipliée par les lambda, vous trouvez la contribution absolue. Voilà, donc la question, la cinquième question. La cinquième, voilà, déduire de la question des coordonnées des lignes et des lignes des deux nuages de points Y1 et YC dans les nouvelles bases associées.
Là, c'est trivial. Vous remarquez là, C, la matrice C, des matrices des composantes. Dans les lignes, c'est quoi? Les lignes, c'est les coordonnées, c'est-à-dire les composantes, c'est quoi? C'est les coordonnées des profils lignes dans la nouvelle base. La nouvelle base, c'est quoi? C'est 1 étoile, et 2 étoiles, et 3 étoiles, et 4 étoiles. Donc, en colonne, c'est les composantes principales. En ligne, c'est la matrice, c'est-à-dire que les vecteurs de la matrice des profils lignes. Donc, j'ai mis étoile. J'ai mis Y étoile. Donc, Y étoile égale C. C'est-à-dire, si on le voit de côté colonne, elle devient les composantes principales. Si on voit de côté ligne, on trouve la matrice des profils lignes dans la nouvelle base. Donc, Y étoile égale C. La même chose pour les coordonnées, ou bien les coordonnées des profils colonnes dans la nouvelle base égale C tilde. Donc, en colonne, c'est les composantes principales, et en ligne, c'est les lignes des profils colonnes, bien sûr, centrés dans la nouvelle base associée, puisque la nouvelle base, c'est ça, c'est V1 étoile, V2 étoile et V3 étoile. Donc j'ai terminé toutes les questions. Il me reste juste une concernant l'interprétation dans le même axe. Donc là, dans la sixième question, dans le même plan défini par les deux premiers axes principaux, représenter les deux nuages de points Y1 et YC, analyser et discuter les résultats obtenus. Donc, je laisse ça pour une vidéo spéciale. Donc, je vous laisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa